Voilà, je propose de commencer. Donc, bonjour à tous. Je suis Joëlle Boutefeu, consultante HR auprès de Securex. On va parler aujourd'hui donc des enjeux de la crise sur notre mode de travail et plus particulièrement sur la flexibilité au travail. Alors, tout d'abord, je voudrais passer en revue certains éléments pratiques de fonctionnement. Si j'arrive à passer au slide suivant. Voilà. Alors, vous pouvez poser vos questions, pardon, via la console. Nous répondrons après le webinaire par mail. Alors, on essaiera de répondre encore à vos questions cet après-midi, si pas, en tout cas au plus tard, lundi. Attention qu'une fois le webinaire terminé, vous verrez un petit questionnaire apparaître sur votre écran et donc on vous demande d'y répondre. Ce sont des questions générales par rapport à la qualité du webinaire, la présentation, les outils, etc. Dans les jours qui suivent le webinaire, vous allez recevoir un mail avec un lien vers la présentation et l'enregistrement de manière à ce que vous puissiez à nouveau regarder le webinaire, ou pour ceux qui n'ont pas pu le suivre ce matin pourront donc y avoir accès. Alors, quel est l'agenda du jour, hein? Donc, au cours des prochaines 40 minutes, je dirais, on va parler de la flexibilité, deux types de flexibilité. La flexibilité temporelle, donc du temps de travail, et on va parler notamment des horaires flexibles, des horaires flottants et des heures supplémentaires. On va également parler de la flexibilité spatiale, en l'occurrence du télétravail. On va voir la définition du télétravail, les types de télétravail, également les avantages, mais les inconvénients du télétravail. La crise nous a permis également de voir qu'il y avait certains inconvénients et pas que des avantages. On va parler également de l'implémentation pratique du télétravail et enfin de l'implémentation juridique. Donc, pour commencer et en guise d'introduction, je dirais, pensons à la phrase Never waste a good crisis. En effet, le coronavirus semble perdre progressivement du terrain. L'économie va se rétablir, on l'espère petit à petit, et il est nécessaire de faire le bilan de la crise, c'est-à-dire répertorier les nouveaux éléments apportés par la crise et se questionner par rapport aux nouvelles habitudes qui ont été prises pendant la crise, voir celles qu'il faut abandonner, qui n'ont pas fonctionné, voir celles qu'il convient de maintenir et voir celles qu'il convient d'améliorer. Et parmi ces nouvelles habitudes, évidemment, on pense au télétravail, à la flexibilité de manière générale, mais plus précisément au télétravail. Alors, le télétravail n'est pas nouveau, vous le savez, 17% des salariés travaillaient déjà régulièrement à domicile, donc avant la crise. On pense surtout au secteur de la consultance, des banques, des assurances, où il y avait plus de télétravailleurs. Et je dirais que la crise a accéléré donc une évolution qui, de toute façon, une évolution naturelle des conditions de travail. Je pense qu'on allait de toute façon vers une augmentation du télétravail. Il est évident que la crise a accéléré cela. Alors, en effet, pendant la crise, 68% des Belges ont travaillé à domicile à temps plein. Et en conséquence, de nombreuses personnes, de nombreux travailleurs ont pris conscience des avantages. J'ai lu encore ce matin que 9 travailleurs sur 10 9 télétravailleurs sur 10 souhaitaient continuer le télétravail après la crise. On va voir qu'il y a aussi des inconvénients et là, je pense qu'il est nécessaire d'insister là-dessus, surtout dans les relations avec le manager et le management. Alors, parmi les avantages évidemment qui ont été cités en première ligne, c'est éviter les embouteillages, donc au niveau de la mobilité. Parmi les inconvénients, c'est souvent l'absence de contacts sociaux et comme je disais, d'où l'importance de pointer ces inconvénients pour permettre au niveau du management d'y prêter une attention accrue. Alors, on va également parler, comme je l'ai dit précédemment, de la flexibilité du temps de travail. Il n'y a pas que les travailleurs, mais également
les managers, les entreprises qui sont en attente d'une nouvelle flexibilité. Alors, je pense ici notamment, et on y vient, à la flexibilité, à la petite flexibilité. La petite flexibilité permet en effet aux entreprises de faire face à une fluctuation au niveau du volume de travail. Donc, ça permet de faire face aux périodes d'activité intense, mais également de pouvoir, lors de périodes d'activité moins intenses, adapter les horaires en fonction. Alors, qu'est-ce que la petite flexibilité? Donc, ça permet aux entreprises d'établir des horaires qui, sur base journalière, varient de 2 heures en plus ou en moins par rapport à l'horaire normal de travail. Attention, avec une durée maximum de travail de 9 heures par jour et qui, sur base hebdomadaire, varie de 5 heures en plus ou en moins par rapport à l'horaire normal de travail avec une durée maximum de 45 heures par semaine. Donc, comment introduire la petite flexibilité, donc soit par CCT d'entreprise ou par modification au règlement de travail. Je voulais aussi juste rajouter que tous les horaires doivent être communiqués 7 jours à l'avance. Alors, quels sont les éléments obligatoires? N'hésitez pas, on a dans notre e-shop accès à un modèle pour introduire la petite flexibilité, mais en 2-3 mots, les éléments obligatoires à indiquer, c'est la durée hebdomadaire moyenne de travail et le nombre d'heures à prester pendant la période de référence. C'est le nombre d'heures par jour qui peut être presté en plus ou en moins que la durée de travail. Ce nombre, comme je disais, attention, ne peut pas être supérieur à 2 heures et le nombre d'heures par jour ne peut pas dépasser 9 heures. Et enfin, le nombre d'heures par semaine qui peut être presté en plus ou en moins que la durée maximum du travail. Et de nouveau, je le rappelle, ce nombre ne peut pas dépasser 5 heures et le nombre d'heures par semaine ne peut pas dépasser 45 heures. Donc, ça, c'est les éléments obligatoires à indiquer dans le règlement de travail. Alors, il est évident qu'à la fin de l'année ou à la fin de la période de référence, la durée moyenne de travail de 38 heures doit évidemment être respectée. Je précise également que lorsque dans les règles qui sont fixées que j'ai citées, aucun sursalaire n'est dû. Alors, les horaires flottants, qu'est-ce que sont des horaires flottants? Mais dans un régime d'horaire flottant, donc là, c'est, je dirais, à l'avantage du travailleur, parce que le travailleur est libre de répartir son temps de travail, dans le respect évidemment du cadre qui est instauré par l'employeur. Donc, vous, en tant qu'employeur, vous allez définir les périodes pendant lesquelles les travailleurs doivent obligatoirement être présents. On appelle ça les plages fixes et les périodes dans lesquelles le travailleur va pouvoir décider de ses heures de travail. Par exemple, vous pouvez décider qu'entre 10 heures et 3h, 15h30, il s'agit d'une plage fixe, le travailleur doit être présent, donc on ne parle pas ici de la pause de midi, mais que par contre, le travailleur peut arriver entre 8h et 10h et peut partir entre 15h30 et 18h. Il est évident que de nouveau, la durée moyenne de 38 heures par semaine doit être respectée sur la période de référence. Alors, quels sont les éléments à reprendre dans le règlement de travail? Donc, la durée hebdomadaire moyenne de travail dans une période de référence de 3 mois. Vous pouvez fixer une autre période de référence, mais cette période de référence ne peut en aucun cas être supérieure à 1 an. Les heures, comme je disais, auxquelles le travailleur doit obligatoirement être présent, donc la plage fixe, les heures pendant lesquelles les travailleurs peuvent décider librement de leur arrivée, de leur départ, de leur pause. Là, il s'agit des plages flottantes et le nombre d'heures qui peut être presté en plus ou en moins que la durée hebdomadaire de travail. Il est évident qu'ici, à nouveau, vous devez veiller à ce que la durée ne dépasse pas, dans tous les cas, 45 heures. Et enfin, le nombre d'heures qui peut être reporté à la fin de la période de référence. Attention, à nouveau, ce nombre d'heures ne peut pas être supérieur
à 12. Les heures supplémentaires. Alors, il faut savoir que le principe veut que les heures supplémentaires en Belgique sont interdites. La prestation d'heures supplémentaires doit toujours rester l'exception. Cependant, dans certains cas, on peut demander aux travailleurs de prester des heures supplémentaires pour autant qu'il y ait une raison légale. Alors, parmi ces raisons légales, on retrouve le surcroît extraordinaire de travail, les cas de nécessité imprévue, les travaux urgents effectués sur machine, etc. Donc, il y en a d'autres. Les heures supplémentaires doivent en principe être récupérées. Il y a cependant des exceptions et un sursalaire doit être payé. À côté de cela, on a également le principe des heures supplémentaires volontaires. Donc, les heures supplémentaires volontaires, il s'agit d'une possibilité qui est offerte aux travailleurs de prester des heures supplémentaires sur base volontaire. Donc, il s'agit toujours d'un accord entre le travailleur et l'employeur. Donc, le travailleur qui est prêt à prester des heures supplémentaires peut l'indiquer à son employeur et peut prester jusqu'à 120 heures supplémentaires par an. Une fois l'accord du travailleur donné, c'est ensuite à l'employeur à proposer au travailleur des heures supplémentaires à prester. Donc, l'accord préalable est indispensable. La durée de validité de cet accord est de 6 mois. Donc, ici, il ne faut pas, comme je l'ai indiqué, pas de raison légale nécessaire. Enfin, il n'y a aucune raison légale à indiquer. Pas de repos non plus compensatoire, mais par contre, il y a paiement d'un sursalaire de 50% ou de 100% si les heures supplémentaires sont prestées le dimanche ou les jours fériés. Attention qu'il y a des limites maximum. Les limites sont de 11 heures par jour et de 50 heures par semaine. Ces limites doivent être respectées. Alors, si vous connaissez le principe de la limite interne, sachez que ces heures supplémentaires doivent être prises en compte dans le calcul de la limite interne, à l'exception des 25 premières heures supplémentaires volontaires au sein de la période de référence qui, elles, ne comptent pas pour la limite interne. Alors, il faut savoir que pour les secteurs critiques, si vous êtes employeur dans un secteur critique, dans ce cas, vous avez jusqu'au 30 juin 2020, vous avez droit à 120 heures supplémentaires volontaires en plus pour faire face à la crise du coronavirus. Dans ce cas, aucun sursalaire n'est dû sur ces heures supplémentaires. Il faut savoir que cette mesure s'applique uniquement du 1er avril au 30 juin, que le quota additionnel de 120 heures doit être presté durant cette période-là. Les limites maximum dont j'ai parlé précédemment de 11 heures par jour et 50 heures par semaine doivent toujours être respectées. Comme je le disais, il n'y a pas de sursalaire, il n'y a pas de repos compensatoire non plus, pour autant que ça soit dans cette limite de 120 heures. Et l'avantage de ces heures supplémentaires, c'est qu'il n'y a pas de cotisation sociale ni de précompte. Donc, une exonération du précompte professionnel sur ces heures et exonération des cotisations sociales. Donc, c'est du net pour net. On passe maintenant à la deuxième partie du webinaire, la flexibilité spatiale et donc plus principalement le télétravail. Alors, je voulais commencer avec cette phrase que j'aime beaucoup. Le travail n'est plus un endroit où nous allons, mais quelque chose que nous faisons. Il faut savoir que Securex se prononce en faveur d'une approche structurée du télétravail. On estime que ça fait partie d'une politique RH intégrale axée sur l'employabilité durable. À partir du moment où vos collaborateurs sont engagés et se sentent plus heureux, ils vont offrir de meilleures performances, qui est évidemment à l'avantage de l'entreprise, qui va compter sur des collaborateurs motivés et en bonne santé. Du coup, l'absentéisme va diminuer, les travailleurs âgés vont
travailler plus longtemps. Alors, qu'est-ce que le télétravail? Le télétravail, c'est un terme générique pour désigner le travail qui est effectué à un autre endroit que l'environnement professionnel habituel pendant les heures de bureau, donc on y reviendra, et avec les ressources nécessaires pour travailler efficacement. On y reviendra aussi, technologie IT, communication. Ça se fait toujours sur base volontaire, tant pour le travailleur que pour l'employeur. Donc, chacune des parties doit être d'accord. On peut décider de cela avant le commencement, le début du contrat de travail, enfin du travail par le travailleur, mais on peut décider cela également en cours de contrat. Alors, les mêmes droits, qu'est-ce que ça signifie? Que le télétravailleur bénéficie exactement des mêmes droits que les travailleurs comparables occupés dans les locaux de l'employeur, bien évidemment. Les mêmes droits en ce qui concerne les conditions de travail, en ce qui concerne la charge de travail, en ce qui concerne les relations avec les représentants des travailleurs, également les formations et les possibilités de carrière. Donc, les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits. Là, c'est la CCT 85 donc, qui définit le télétravail et qui détermine les règles d'implémentation du télétravail dans votre organisation. Alors, les différentes formes de télétravail. Donc, on a le télétravail structurel ou occasionnel. Quelle est la différence entre les deux? Dans le télétravail structurel, ça implique une certaine fréquence. Donc, le travail est effectué de manière alternative sur le lieu de travail habituel ou à domicile ou tout autre lieu choisi par le travailleur et l'employeur. Donc, ça indique une certaine fréquence. Alors que dans le télétravail occasionnel, là, aucune fréquence n'est prévue. C'est les cas dans lesquels le travailleur peut exceptionnellement télétravailler s'il rencontre des problèmes, par exemple, pour se rendre au bureau. À côté du télétravail structurel ou occasionnel, on a aussi le télétravail mobile. Qu'est-ce que le télétravail mobile? C'est lorsque le travail est effectué soit dans d'autres agences de l'entreprise, soit chez le client ou encore dans des bureaux satellites. Alors, donc nous avons ces dernières semaines pu constater les avantages du télétravail, également les inconvénients. Alors parlons d'abord des avantages. Les avantages pour le travailleur, un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Vous allez voir que je vais également parler de cela dans les inconvénients. En effet, dans les études qui sont sorties récemment sur le télétravail, on remarque que certains travailleurs ont trouvé un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. D'autres travailleurs, par contre, ont trouvé que ça brouillait les pistes, ça brouillait les choses en matière de vie privée, vie professionnelle, les frontières entre vie privée, vie professionnelle. Alors, l'autre avantage, on en a parlé déjà lors de l'introduction, c'est des gains de temps au niveau des déplacements. On évite les embouteillages, ça permet de gagner pas mal de temps. Une plus grande motivation également du travailleur. Je peux ajouter également que des études ont montré que l'épuisement émotionnel était plus rare chez les télétravailleurs. Alors, pour l'entreprise, quel est l'avantage du télétravail? Au niveau déjà de son image de marque. Au niveau des économies, il est évident que à partir du moment où l'entreprise met en place du télétravail structurel, elle va pouvoir réduire le nombre de mètres carrés disponibles pour les travailleurs et fait des économies donc au niveau des bâtiments, au niveau des charges également, des autres charges. Vos travailleurs sont plus productifs et ils sont généralement plus impliqués, attention, je vais aussi y revenir, et moins souvent malades, comme je le disais, puisque notamment l'épuisement émotionnel est plus rare chez les télétravailleurs. Alors, au niveau des défis et des inconvénients,
Pour le travailleur, il est évident qu'il est plus difficile de rester motivé. Parfois, l'engagement par rapport à l'entreprise est un peu plus faible. Donc, de nouveau, ce n'est pas un défi insurmontable, mais il est important pour le manager d'être attentif à cet aspect-là des choses. L'équilibre vie privée, vie professionnelle, donc, comme je le disais, on le retrouve dans les avantages, mais également, dans les inconvénients. Pourquoi? Parce que souvent, les frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle sont plus floues lorsqu'on télétravaille. Forcément, notre ordinateur est chez nous, allumé dans une pièce de notre maison, de notre appartement. On va plus facilement se dire, ben voilà, il est 20h, tiens, je vais encore vite écrire un mail, vite faire un dossier, finir quelque chose. Et donc, du coup, on brouille un peu les frontières. L'autre défi auquel le manager doit être très attentif, c'est que le travailleur doit garder un contact avec l'entreprise et avec son équipe. Le travailleur ne doit pas s'isoler. On va y revenir lorsqu'on va parler je dirais des tips and tricks pour les managers. Il faut être encore plus attentif, je dirais, que lorsqu'on n'est pas en télétravail. Il faut vraiment essayer de prévoir des réunions formelles, informelles avec les travailleurs, mais on y reviendra. Alors, les défis pour l'employeur, l'engagement des travailleurs par rapport à l'entreprise et de ce fait-là, la rétention de ses collaborateurs. Évidemment, la difficulté également de manager une équipe à distance et on va justement en parler dans le cadre de l'implémentation pratique. C'est un aspect essentiel. Quelles sont les préoccupations des managers lorsqu'ils ont une équipe qui télétravaille? Je dirais que le premier souci généralement des managers, c'est qu'ils doivent abandonner le contrôle. À un moment, il faut lâcher prise, il faut faire confiance. La confiance est essentielle en matière de télétravail. Certains dirigeants craignent de perdre le contrôle et ils se disent, ben voilà, si je ne vois pas mes travailleurs, c'est qu'ils ne travaillent pas. C'est totalement dépassé. De nouveau, les études ont démontré qu'au contraire, les travailleurs étaient parfois souvent même plus performants lorsqu'ils télétravaillaient. Donc, le manager, en fait, va devoir contrôler, entre guillemets, autrement ses équipes. Il va devoir surtout vérifier ce qui doit être réalisé. Et c'est là, finalement, le coaching qu'il va faire, hein, c'est par rapport aux résultats. Mais finalement, il va laisser aux télétravailleurs la liberté et la responsabilité sur la façon dont ils souhaitent atteindre ces résultats. À propos de résultats, donc justement, l'autre préoccupation des managers, c'est qu'il faut, en télétravail encore plus que lorsqu'on travaille au bureau, fixer des objectifs clairs, puisque c'est là-dessus que finalement le contrôle, entre guillemets, bien que j'aime pas trop ce terme, va se jouer. Donc, les objectifs doivent être clairs, ils doivent être smart, comme on dit, ce qui n'est pas toujours facile. Mettre en place des objectifs clairs pour son équipe, ça veut dire aussi mettre en place des objectifs clairs pour soi-même en tant que manager. Donc, il est très important que le travailleur sache exactement ce qu'on attend de lui, ce qu'il doit accomplir, ce que son équipe doit accomplir. Et on doit donc fixer non seulement des objectifs personnels, mais également des objectifs collectifs. L'autre défi, c'est garder le sentiment de groupe, hein, j'en ai déjà parlé. Je pense qu'il faut vraiment accorder une attention particulière à la cohésion sociale. Il faut que les travailleurs puissent se sentir impliqués dans l'organisation, mais également au niveau de leur équipe. Cela implique pour le manager de veiller à mettre en place des moments d'équipe formels, des consultations d'équipe, des réunions, etc., mais également des
des moments informels, des pauses café conjointes ou autres. Enfin, on a vu pas mal d'exemples pendant la période de confinement, même des apéros en fin de journée. Voilà. Donc l'idée, c'est évidemment que tous vos travailleurs puissent partager, se réunir et voilà, échanger ensemble. Alors, le slide suivant est pour moi essentiel, hein. C'est vraiment un slide où il est question de l'ADN de l'entreprise. Donc, chaque entreprise a son propre ADN, chaque manager également a son propre ADN. Qu'est-ce qui va influencer cet ADN? Ben, évidemment, le contexte externe, on l'a vu hein, ici, notamment avec la crise Covid, également le contexte interne. Qu'est-ce qui est important ici? Ben, c'est le manager. Donc, le manager doit être bien dans ses baskets, si je peux dire. Donc, il doit avoir conscience de ses forces, mais également de ses faiblesses pour développer un état d'esprit constructif et une ouverture vers ses collaborateurs à distance. Être bien avec soi-même l'aidera à être bien avec son équipe et ça va lui permettre dès lors de créer un climat serein et de développer un climat serein au sein de l'équipe, un climat de confiance où il stimule les échanges, la collaboration et les objectifs communs. De ce fait, il prendra également les bonnes actions, tenant compte du contexte, des collaborateurs, de la complexité de la situation. J'en profite également pour dire par rapport aux collaborateurs et au télétravail il faut tenir compte de la personnalité des collaborateurs. Certains collaborateurs sont plus à même de télétravailler que d'autres. De nouveau, je me base sur une étude qui a démontré que l'autonomie et la stabilité émotionnelle des personnes, enfin, plus l'autonomie et la stabilité émotionnelle d'une personne était élevée, plus cette personne avait facile, je dirais, ou moins il ressentait de tension liée au télétravail. Donc, le manager doit être attentif aux différents types de collaborateurs, je dirais, et doit être d'autant plus attentif à ceux qui, justement, n'ont pas cette autonomie élevée ou cette stabilité émotionnelle élevée. Alors, le manager doit également, on l'a déjà dit, être clair par rapport aux attentes et utiliser régulièrement les différents moyens de communication. Alors, si je peux donner un conseil, je pense qu'il faut alterner les moyens de communication, non seulement utiliser le mail, le téléphone, mais également les rendez-vous par Skype, Teams ou autres, être face à face, enfin, être même à travers un écran, ça permet également de voir la communication non verbale au final qui est aussi très importante et qui permet souvent de ne pas mal interpréter ce qu'on dit en tant que manager. Toutes ces actions vont permettre au manager de créer une valeur, à créer de la valeur ajoutée. Oui, au niveau de l'implémentation pratique, il est évidemment important de choisir bien les outils, de vérifier que chaque travailleur a les outils nécessaires pour télétravailler, de vérifier les processus informatiques, d'évaluer ces processus informatiques. On a tous déjà malheureusement assisté à des réunions où finalement rien n'en ressortait du fait que la connexion Internet était mauvaise, les outils étaient mauvais. Donc, il est important, évidemment, au niveau technique, de bien vérifier que tout fonctionne et que le travailleur peut travailler dans des bonnes conditions à ce niveau-là. Alors, au niveau de l'implémentation juridique, alors ici, je parle du télétravail structurel. Une convention doit être établie par écrit pour chaque télétravailleur individuellement et au plus tard, au moment où celui-ci débute ses prestations de télétravail.
Je le répète, la CCT 85 reprend toutes les obligations légales et notamment les mentions obligatoires à reprendre dans l'avenant au contrat. Il faut savoir que cette convention doit au minimum mentionner la fréquence du télétravail et éventuellement les jours pendant lesquels le télétravail est effectué, les moments ou périodes pendant lesquels le télétravailleur doit être joignable, les moments auxquels le télétravailleur peut faire appel à un support technique, les modalités de prise en charge par l'employeur des frais et des coûts, mais ça, on y reviendra plus tard, les endroits choisis par le télétravailleur pour effectuer son travail. Il faut également mentionner donc les équipements nécessaires au télétravail et une des obligations de l'employeur, c'est d'installer et d'entretenir ces équipements. Il doit également, l'employeur, fournir un service d'appui approprié, d'appui technique approprié et doit s'assurer de la protection des données utilisées. Enfin, il doit dispenser, si nécessaire, les formations appropriées, que ce soit des formations sur les équipements techniques, mais également des formations sur le télétravail en tant que tel. Notamment pour prévenir de l'isolement et il doit également prendre des mesures justement pour permettre aux travailleurs de ne pas se sentir isolés. Alors, on va passer aux questions frequently asked questions qu'on a généralement à propos de l'implémentation juridique du télétravail. Une des questions, c'est est-ce que je dois prévoir une compensation pour le télétravail? Il n'y a pas d'obligation d'accorder une compensation pour le travail et c'est bien sûr permis. Alors, je vais parcourir en vitesse les 3 types d'indemnités que vous pouvez accorder à vos travailleurs. L'indemnité pour équipement informatique. Donc, lorsque le travailleur utilise son ordinateur privé ou sa connexion Internet privée, vous pouvez accorder 20 € par mois pour l'ordinateur et maximum 20 € par mois pour la connexion Internet. Ces indemnités ne sont pas soumises à l'ONSS et ne sont pas soumises au précompte professionnel. À côté de cela, donc en plus de cela, il y a également l'indemnité de bureau. Alors ici, je vois qu'il y a une petite erreur dans le slide, on parle de 126,94 €, il s'agit de 129,48 €. Je changerai cela et le mentionnerai également dans les réponses aux questions. Donc l'indemnité de bureau est censée couvrir les frais de chauffage, les frais d'électricité, les petits frais de bureau. Alors, elle est exonérée au niveau de l'ONSS quand il est question de télétravail structurel. En période de Covid également, et même pour les employeurs qui n'avaient pas conclu de convention de télétravail. Il faut savoir que cette indemnité pour frais de bureau peut aussi se matérialiser autrement, c'est-à-dire par une indemnité qui correspond à 10% de la rémunération brute, mais limitée à la partie évidemment du salaire qui est relatif aux prestations en télétravail. Qu'en est-il au niveau du précompte professionnel pour cette indemnité de bureau? Alors de nouveau, en période de Covid, de coronavirus, il était possible de demander que le montant prévu par l'ONSS soit appliqué fiscalement et donc ne soit pas soumise au précompte professionnel. Donc la demande devait être faite. Il faut savoir qu'il y a d'ailleurs un modèle qui est mis à disposition par le SPF Finance et qui peut être complété. En dehors de ça, on peut vous conseiller de faire un ruling, de demander à l'administration ce qu'il en est par rapport à cette indemnité de bureau, puisqu'il n'est pas prévu telle quelle une exonération de précompte professionnel pour ce montant.
Donc, toujours demander un ruling. Alors, au niveau des autres dépenses, utilisation de son propre téléphone, achat d'un écran, d'un scanner, etc., l'employeur peut également les rembourser. Pour cela, il n'y a pas de forfait qui est prévu ni par l'ONSS ni par le fisc. Et donc, le remboursement, dans ce cas, doit se faire sur la base des coûts réels et donc sur base de justificatifs. Autre question qui est souvent posée, que se passe-t-il en cas d'accident? Il est évident que dans le cas d'un télétravail dont l'exécution se déroule par nature le plus souvent à domicile, en dehors de tout contrôle, il est évident qu'il est difficile de trancher la question. Il y a une présomption d'accident de travail, présomption qui est prévue, qui est insérée pour les télétravailleurs dans la loi sur les accidents de travail. Donc, on suppose que un télétravailleur a un accident sur le lieu et pendant les heures indiquées de son contrat de télétravail, que cet accident est présumé être un accident de travail. Alors, pendant les jours de télétravail, des plages horaires fixes de présence doivent-elles être définies? Là, de toute façon, les systèmes qui sont d'application, les systèmes horaires d'application sur le lieu de travail le sont aussi sur le lieu de télétravail, qu'il soit occasionnel ou régulier. Dès lors, le télétravailleur est également soumis aux horaires de travail qui sont fixés par l'employeur. Un dernier slide pour vous dire que vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur notre page Une nouvelle façon de travailler via www.securex.be/NWOW, New Way of Work. Vous trouverez des informations sur la flexibilité du temps de travail, sur le télétravail. Vous trouverez également des formations et les services qui sont proposés par Securex pour vous aider à mettre tout cela en place. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas donc encore à poser vos questions et comme je disais, j'y répondrai donc soit cet après-midi, soit lundi au plus tard. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.